Salut, bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Dr. Ram. Dans cette vidéo, nous allons continuer avec la correction de l'épreuve de physique du concours IAMAC 2016, le niveau technicien. Donc, j'avais fait une première vidéo déjà où j'ai discuté le problème numéro 1 qui porte sur le mouvement de particules dans un champ magnétique, un exercice classique que je vous conseille d'aller voir et de savoir comment résoudre ce genre de problème. Et puis, j'ai aussi discuté le problème numéro 2, qui est le mouvement stroboscopique, l'étude stroboscopique d'un mouvement. Donc, vous avez un mouvement périodique. Dans ce cas, si vous avez une roue qui tourne, en fait, et puis on envoie des éclairs là-dessus à l'aide d'un stroboscope. Maintenant, la question, c'est de savoir ce qui se passe, en fait. Donc, j'ai essayé d'expliquer un peu. Je suis un peu aussi allé au-delà du problème. Donc, je vous conseille d'aller voir la vidéo, là. Aussi, ici, dans la deuxième partie de l'exercice, on a étudié l'interférence mécanique à la surface d'un liquide. Donc, vous avez des ondes à la surface d'un liquide. Vous avez deux points S1, S2. OK. Et puis, on a vu combien de franges d'amplitude maximale on a entre les deux points. Et puis, on nous a donné des points, les points M et les points N, et puis on a déterminé l'état vibratoire de ces points-là. L'état vibratoire, c'est-à-dire, est-ce qu'on a d'interférences constructives ou d'interférences destructives en ces points. Donc, je vous conseille aussi d'aller voir la vidéo, et puis vous allez pouvoir apprendre par rapport à ce genre de problème. Dans cette vidéo, je vais discuter l'exercice numéro 3 qui porte sur un pendule élastique horizontal et l'exercice numéro 4 qui en fait c'est un mouvement. On étudie, vous avez un automobile qui est en train de suivre en fait un mouvement uniformément varié, puis on doit poser quelques questions auxquelles on va répondre en fait. Donc, voyons rapidement les problèmes ensemble. Donc, vous avez en fait un pendule horizontal, donc c'est une situation comme ça. Où vous avez votre pendule, ok, et puis on tire sur le pendule, et puis on lâche le pendule, puisque le ressort, c'est un ressort à spin non jointive, et la masse est négligeable, on a une certaine constante de raideur, vous aurez maintenant un mouvement oscillatoire, donc vous allez osciller entre un certain X maximal et un certain moins X maximal, donc vous aurez un mouvement comme ça, de va-et-vient, entre les deux points là. Voilà. Donc, dire le ressort peut glisser sans frottement sur un plan horizontal. Le centre d'inertie G de S est repéré sur un axe horizontal au X dont l'origine correspond à la position de repos. Donc, on donne l'origine quelque part ici lorsqu'on est au repos. OK. Le ressort est allongé du longueur X0 et le solide X est lâché à la date T égale à 0. Un dispositif permet d'enregistrer les variations de X en fonction de T. Ok. À partir de courbes enregistrées, on relève les conditions initiales. Donc, à t égale à 0, x0 égale à 1 cm, amplitude maximale. Donc, ici, rapidement, on donne l'amplitude maximale, et xm, ça fait 1 cm, donc ça fait 10 puissance moins 2 mètres. Ok. Ça, c'est donné. Et la vitesse est nulle à l'origine, donc on lâche le ressort sans vitesse initiale, et on donne aussi la période qui est 0,8 secondes. La première question, c'est de faire un schéma du pendule représentant les forces qui s'exercent sur le solide en mouvement. Bon, ça, c'est pas compliqué, hein. Ici, vous avez les forces, on a le poids, on a la réaction R du support, et puis vous avez la tension T du ressort. Ok. Donc ça, c'est les forces, en fait, qu'on a sur notre solide. Après, on dit d'établir l'équation différentielle du mouvement. Ça, vous devez connaître ça. On a souvent x de points comme ça, plus 1, k divisé par m, x égale à 0. Ça, on doit arriver à cette équation-là. Donc, vous devez savoir comment établir cette équation. Et ce que je veux dire par x de points ici, c'est la dérivée seconde par rapport au temps, en fait, de x. C'est ça qu'on écrit par x de points ici. Ok. Maintenant, on dit de calculer la constante de raideur k du ressort. À partir d'ici, on sait que cette histoire, c'est le carré de oméga. Et on connaît la relation entre oméga. Oméga, c'est 2pi divisé par t, 0. Ok, donc tout ceci, ça fait ceci au carré. Et de là, vous pouvez tirer quart. Simplement un quart, vous multipliez tout ceci par m, on a k. On va voir ça ensemble.
établir l'équation horaire du mouvement. L'équation horaire, on écrit en général, x de t va être égal à un certain xm sinus d'un certain oméga t plus phi 0. Et puis on va déterminer c'est quoi phi 0, on va déterminer c'est quoi xm. Mais le problème nous a déjà donné xm, c'est déjà là, donc on aura simplement à déterminer phi 0. Oméga, on nous a donné la période, donc oméga ça fait 2 pi divisé par la période. On n'a pas beaucoup de choses à faire là. Donc tout ça, on va voir ça rapidement ensemble. On dit indiquer le sens du déplacement du mouvement lors de son passage pour la première fois par la position d'équilibre. Ok, on verra ça aussi ensemble. Et puis après, on demande de calculer l'énergie élastique du pendule lorsque l'abscisse est maximale. On déduit l'énergie cinétique. Bien sûr, lorsque l'abscisse est maximale, vous êtes ici. Et quand vous êtes à ce point-ci, la vitesse est nulle. Donc, il n'y a pas d'énergie cinétique, en fait. L'énergie cinétique est nulle. Donc, l'énergie mécanique n'est rien d'autre que égale à l'énergie potentielle élastique. Parce que l'énergie potentielle de pesanteur, il n'y a pas d'énergie potentielle de pesanteur puisque le truc est en train de bouger sur un plan horizontal. Donc, voilà, ça, c'est l'exercice numéro 3. Exercice classique d'oscillateur harmonique. L'exercice numéro 4, maintenant, on dit, vous avez une automobile roule sur une route droite à la vitesse constante. Donc, vous avez une route, l'automobile est en train d'évoluer comme ça, à une vitesse constante, de 108 km par heure. Ok. Soudain, le conducteur perçoit à 150 mètres plutôt devant lui un panneau de limitation de vitesse à 60. Donc, à partir de quelque part, là, il voit un panneau ici. En fait, cette distance est 150. Ok. Maintenant, il voit un panneau qui dit que la vitesse limite ici, c'est 60 km par heure. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre son pied sur le frein. Donc, il va commencer par décélérer. Ok. Réduire la vitesse jusqu'à ce qu'il atteigne ceci, peut-être la vitesse limite. Sinon, il sera en infraction. Ok. Maintenant, le conducteur actionne le frein et atteint le panneau avec la vitesse 45 km par heure. Voilà. Donc, il arrive ici avec la vitesse de 45 km par heure. On dit donner les caractéristiques sans intensité du vecteur accélération. Ils ont dit V ici, mais j'ai l'impression que ça doit être A. Ok. A comme ça. Supposé constant d'automobile durant la phase de ralentissement. Vous avez la vitesse initiale, on a la vitesse finale, on a une certaine distance. Donc on peut rapidement calculer l'accélération parce qu'on a VF. Vous utilisez, le mouvement ici, c'est un mouvement uniformément varié. Donc vous aurez VF moins VI au carré égale à 2 AX multiplié par D. On a tout, donc on aura seulement à calculer AX. Et vous allez voir que en fait, vous aurez une valeur négative. Ça veut dire que si ceci est le sens positif de I, en fait, le R, le vecteur accélération est dans cette direction-là. Ce qui veut dire que on est en train, en fait, de décélérer, on est en train de réduire la vitesse. Après ça, on dit quelle devrait être l'accélération algébrique de l'automobile et la durée du freinage pour que le conducteur atteigne le panneau à la vitesse de 60 km par heure. Voilà, maintenant on dit le conducteur arrive ici à 60 km par heure. On demande l'accélération. Donc là, maintenant, la vitesse finale, c'est 60. La vitesse initiale, c'est toujours ça. On va toujours utiliser la même formule. Et on va trouver une autre valeur de l'accélération. Et pour trouver maintenant le temps, on va simplement écrire, on connaît la vitesse finale. Ok. On va écrire, on sait que la vitesse finale, ça fait inst plus la vitesse initiale. Donc, faites la différence entre la vitesse initiale et la vitesse finale, divisé par l'accélération qu'on a trouvée. Et c'est ça qui va nous donner le temps. Maintenant, on dit en réalité, le conducteur commence à freiner 0,8 secondes après avoir vu le panneau. Voilà, donc quand le conducteur a vu le panneau, le conducteur n'a pas commencé par freiner, donc il a parcouru une certaine distance pendant le temps delta t égale à 0,8 d'abord. Donc on a une certaine distance prime ici, et il a simplement réduit sa vitesse sur la petite distance là. Donc on va calculer cette distance, on va faire les 150 maintenant moins cette distance, et le reste de la distance, c'est ça qu'on va utiliser maintenant pour calculer en fait l'accélération du mouvement. Ok, donc on dit avec quelle vitesse arrive-t-il au niveau du panneau, et cette condition, est-ce que on suppose maintenant que le conducteur garde l'accélération qu'on avait calculée en 1. Ok,
Donc avec ça, on va calculer la vitesse finale. On va voir, on va comparer aux 60 km par heure pour voir si le conducteur est en infraction. La dernière question maintenant dit, après le panneau, le conducteur maintient sa vitesse constante à 60 km par heure. À cette vitesse, il aborde un virage de rayon. Voilà, maintenant, donc, il va aborder un virage d'un certain de rayon R et à la vitesse V constante. La vitesse V est tangentielle. Okay. Maintenant, on dit de déterminer les caractéristiques sans intensité du vecteur d'accélération. Voilà, on sait que la vitesse est constante, donc A tangentielle est égal à 0, donc l'accélération est confondue avec l'accélération normale. Ok, donc l'accélération est ici. Donc ça nous permet de dire que l'accélération est centripète. C'est centripète, c'est dirigé vers le centre. Et la norme de l'accélération, c'est la vitesse au carré divisé par le rayon. On a tout pour calculer ça. Après, on dit de calculer la durée du virage si l'on l'assimile à un quart de cercle. Voilà. Si c'est un quart de cercle, ça veut dire que l'angle, en fait, vous avez... ça veut dire, en fait, donc si je fais un truc comme ça, dans tout cet angle-là, θ, là, ça va faire pi sur 2. Ok. Donc, la longueur, là, la longueur de l'arc, ce serait pi sur 2 multiplié par le rayon. Vous avez la longueur, on a la vitesse, donc on divise simplement ceci divisé par la vitesse. Donc tout ça, ça va nous donner le temps qu'on est en train de chercher. Donc voici de façon très rapide hein, que j'ai résolu les deux problèmes. Maintenant, je vais vous montrer, on va rapidement parcourir, on va parcourir ce que j'ai écrit en fait. Donc voilà. Donc venons ici. Donc c'est le problème numéro 3. Rappelez-vous du concours 2016. Ok. Le niveau technicien, bien sûr. Donc ici, j'ai représenté pendule. On a le poids P qui est ici. On a la réaction du support. Ok. Et puis, vous avez la tension T du ressort lorsqu'on est en mouvement. Donc, voilà les forces qu'on a, les trois forces, en fait, qu'on a. Ok. Maintenant, on demande l'équation différentielle du mouvement. Donc, on va voir, puisque techniquement, la somme, on dit la somme des forces. Hein, donc, vous aurez P plus R plus T, comme ça, égale à masse fois accélération. Donc, l'accélération, rappelez-vous, je vais appeler ça X 2 points. Maintenant, puisque on est sur X là, si vous projetez P, ça va vous donner 0. R aussi, ça va vous donner 0. Projetez ça sur X. Donc, on peut les oublier, en fait, puisqu'il n'y a pas de mouvement suivant Y. Le mouvement, tout le mouvement se passe suivant X. C'est pourquoi je suis parti directement, j'ai écrit ceci. Donc, on a T qui donne ceci. Vous projetez T sur X. Bien sûr, ça, c'est le sens positif. On prend ceci comme le sens positif. OK. Donc, le sens positif, c'est des mouvements, c'est dans ce sens-là. Donc, vous projetez T, ça va vous donner moins T. Et T, rappelez-vous, c'est la constante de raideur multipliée par l'élongation du ressort. Donc, on a moins Kx. OK. Égal à Mx. Donc, maintenant, vous mettez tout ensemble. Donc, simplement, vous arrivez à cette équation différentielle-là. Et ça, c'est en fait, c'est l'équation différentielle qu'on demande. Hein. Bon, ici, j'ai rappelé. X point, c'est la dérivée. X 2 point, c'est ceci. Donc, si vous mettez tout ensemble, c'est que vous avez cette équation différentielle-là. Avec oméga au carré, ça fait K. Ça fait ce qui est ici, qui fait K divisé par M. Et avec ça, maintenant, on peut calculer K, puisqu'on nous a donné la période. Et rappelez-vous de la relation entre la période et la pulsation. Oméga, ici, c'est ce qu'on appelle la pulsation propre. Donc, pulsation propre du mouvement. Donc, c'est la pulsation propre du mouvement qui donne 2pi divisé par T0. Donc, on élève tout ça au carré. Donc, 4pi au carré sur T0, ça fait K sur M. Et de là, vous tirez K qui vous donne ceci. J'ai fait le calcul avec les valeurs qui ont été données. Rappelez-vous que M, c'est 130 kg. 130 grammes, si je me trompe pas, c'est grammes. À pi, on connaît T, c'est 0,8 secondes. Ok. Donc, vous remplacez dedans. Si vous remplacez dedans, vous devez arriver à ce résultat-là.
En tous les cas, faites le calcul. Si vous trouvez un résultat différent, laissez-moi un commentaire et je vais voir ce qui ne va pas. Maintenant, la question qui suit, c'est l'équation horaire du mouvement. Voilà, donc ici, j'ai choisi x de t égale à xm sinus de oméga t plus phi 0. Quelqu'un d'autre peut choisir un xm cosinus de oméga t plus un certain phi 0 prime. Ce qui va changer, c'est seulement nos phi 0, hein. Ok, la xm, ça doit être la même chose, oméga, c'est la même chose. Mais selon la fonction que vous avez choisie, la phase à l'origine, ne sera pas les mêmes, quoi. Donc voilà. Donc vous pouvez choisir ceci. Moi, j'ai seulement choisi sinus parce que quand vous dérivez une première fois sinus, il n'y a pas un problème de moins, en fait. Donc voilà, nous avons ça. Ça, c'est ça. Maintenant, il faut utiliser la condition à l'origine. Donc à l'origine, à t égale à 0, on nous a dit que on a à t égale à 0, en fait, on a étiré le ressort. Ok, à une certaine position, là, de telle sorte que l'élongation que vous avez, l'élongation, on a x0 qui représente en fait l'élongation maximale. Donc, vous avez x0 qui fait xm sinus de phi 0, puisque vous remplacez t par 0. Maintenant, on sait que xm égale à x0, ça veut dire que sinus de phi 0, ça fait 1. Et ceci vous dit que phi 0 égale à pi sur 2. Donc, vous choisissez phi 0 égale à pi sur 2. Et c'est tout ce dont j'ai besoin. J'ai déjà x0 qui est 1 cm. Donc x0 c'est 1 cm. Qui correspond à 10 puissance moins 2 mètres. Donc c'est ce que j'ai écrit ici, sinus de tout ceci. Donc voilà l'équation horaire du mouvement, en fait. Maintenant on demande le sens de déplacement lors du premier passage par la position d'équilibre. Maintenant, il faut déterminer le temps auquel le solide passe par la position d'équilibre. C'est quoi la position d'équilibre? C'est lorsque vous n'avez pas d'élongation. C'est lorsque x est égal à 0. Ok. Donc, x égale à 0, qu'est-ce que ceci voudra dire? Ça veut dire qu'en fait, c'est cette partie-là, ce sinus-là qui donne 0. Donc, vous avez tout ceci égal à 0. Et qu'est-ce que ceci voudra dire? Ça veut dire que ce qui est à l'intérieur ici est égal à un certain k pi, avec k élément égal à 1, 2, 3. Entier, quoi. Vous avez k, ça vous donne un entier naturel. Maintenant, puisqu'on veut le premier temps, on va prendre k égale à 1. Notez que j'ai évité k égale à 0 parce que si vous remplacez 0 dedans, vous remplacez tout ceci égal à 0, vous allez trouver un temps négatif qui n'a pas de sens, en fait. Donc, on va prendre le premier temps. Donc, si vous remplacez k égale à 1, vous pouvez tirer, vous calculez le temps, vous allez voir que le temps vous donne en fait t0 divisé par 4, qui fait 0,2 secondes. Ça veut dire que c'est à ce temps-là que le solide va passer pour la première fois par la position d'équilibre. Maintenant, pour trouver le sens de déplacement, il faut maintenant remplacer ceci dans la vitesse et voir la valeur algébrique de la vitesse. Donc, la vitesse, c'est quoi la vitesse? Il faut simplement dériver ceci une fois. Donc, quand vous dérivez, ça c'est l'expression de la vitesse. Ok, vous avez un certain cosinus maintenant et ce qui est ici va sortir. Maintenant, on va remplacer t par t0 sur 4. Si vous remplacez t0 sur 4 ici, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez pi sur 2 plus pi sur 2, qui vous donne pi en fait. Donc, vous aurez cosinus de pi ici, qui n'est rien d'autre que moins 1. Donc, on voit que la vitesse, en fait, est négative. La valeur algébrique de la vitesse est négative. Ceci voudra dire que le solide se déplace dans le sens des x négatifs. C'est ce que ça veut dire. Ok, parce que vous avez la valeur algébrique de la vitesse qui est négative. Donc, on va dans le sens des x négatifs. Donc, quelque part ici, pour la première fois, en fait, le solide se dirige dans ce sens-là. Ok. Maintenant, une autre façon de trouver encore ça, rappelez-vous, je vous ai dit, c'est un mouvement oscillatoire. Donc, le mouvement a commencé ici. On est ici à t égale à 0. Ok. Donc, après une période, on va revenir encore ici. Donc, à t0, on sera ici. Et le mouvement, on sera ici à quelle date? Vous serez ici à t0 divisé par 2. Donc, vous êtes ici à t0 divisé par 2. Ok. Donc, ici, en ce point-ci qui est en fait x égale à 0, on sera ici à quelle date? Si on est ici à t0 sur 2 ici, on est ici à t0 divisé par 4. Donc,
premièrement, à t0 sur 4, vous êtes ici. Mais ça se déplace, ça a quitté ce point-ci. Parce que le mouvement a commencé ici. Donc, ça va évoluer comme ça, comme ça. Et donc, ça va effectivement dans ce sens-là. À t0 sur 4. Et puis après, à t0 sur 2, ce sera ici. Et ça va repartir. Et ici, 3t0 sur 4. Ce sera encore ici. Mais à 3t0 sur 4, maintenant, ce sera en train de se déplacer dans ce sens-là. Donc, vous voyez un peu. Et après, à t0, ce sera ici. Et après, ça reprend. Donc, vous pouvez aussi voir ça hein, en faisant un schéma géométrique comme ça, puis en analysant la géométrie du problème, du mouvement du solide, vous pouvez voir, vous pouvez déduire en fait le sens de déplacement. La dernière question, maintenant, on dit de calculer l'énergie potentielle élastique pour x égale à xm. Lorsque vous êtes à xm, ça veut dire que vous êtes en ces points-ci. Bon, ici, c'est moins xm, bien sûr. Bon, mais quand vous êtes en ces points-ci, c'est que la vitesse est 0. En tous ces points-là, x point, c'est 0. Et puisque x point est 0, c'est qu'il n'y a pas d'énergie cinétique, puisque l'énergie cinétique, c'est 1 demi de m x point au carré. Ok. Donc, il n'y a pas d'énergie cinétique. Donc, l'énergie cinétique donne 0. L'énergie élastique, c'est 1 demi de k xm au carré. On a tout. Vous avez k, vous avez xm. Si vous calculez, vous allez trouver une valeur approximativement égale à ce qui est ici. On vient de voir que l'énergie cinétique est 0. Ok. Donc, ceci est 0. Ça veut dire que l'énergie mécanique est égale à l'énergie élastique. Donc, voilà un peu le problème, un peu avec un peu de détails. Mais c'est un problème classique, hein, comme je l'ai dit, c'est un problème classique. Essayez de savoir faire ce genre de problème au moins une fois ou deux fois avant d'aller vous asseoir au concours. Donc, ceci étant, on a fini avec ça. Nous allons continuer avec, le deuxième problème de cette vidéo, qui n'est rien d'autre que le problème numéro 4. Ok. Donc, le problème, c'est qu'on a un conducteur. Rappelez-vous, nous avons un conducteur qui roule sur une droite. Ok. Maintenant, on a un panneau ici qui dit que, en fait, vous ne devez pas dépasser 60 km/h. Le conducteur, initialement, est en train de rouler à une vitesse V égale à 100. Ok. Donc, quand le conducteur perçoit le panneau, qu'est-ce qu'il a fait? Il a actionné le frein. Donc, il a commencé par réduire sa vitesse. Et éventuellement, il a atteint le panneau avec la vitesse. Dans la première situation qu'on nous a présentée, le conducteur a atteint le panneau avec la vitesse de 45 km/h. Ok. Maintenant, on demande quelle est l'accélération de donner les caractéristiques du vecteur accélération. Donc, j'ai voulu travailler en mètres par seconde ici. 108 km/h, ça correspond, ça fait 30 mètres par seconde. Ce qu'il faut faire, il faut seulement diviser ceci par 3,6. Ok, quand vous avez km/h, vous voulez aller en mètres par seconde, vous divisez par 3,6. Donc, vous trouvez 30. 45, ça nous donne 12,5 mètres par seconde. Et c'est ce que j'ai appliqué ici. La vitesse finale, qui n'est rien d'autre que 45, puisque c'est la vitesse avec laquelle il a atteint le panneau, moins la vitesse initiale, ça doit donner 2 à x multiplié par la distance. La distance, on connaît 150. Donc, avec ça, vous pouvez tirer maintenant l'accélération. Et avec un bon calcul, vous devez trouver cette valeur-là. Moins 2,48 mètres par seconde au carré. OK. Donc, ceci voudra dire que le vecteur accélération, et rappelez-vous, je suis en train de choisir le vecteur i dans cette direction-là. OK. Dans la direction du mouvement de l'automobile. Donc, on choisit i comme ça. Donc, le vecteur accélération, en fait, ça va dans le sens opposé. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. La norme est ici, la direction est donnée. Donc, en fait, tout est précisé. En fait, les caractéristiques du vecteur accélération sont données. À la deuxième question, on dit quelle serait l'accélération pour que, en fait, l'automobiliste maintenant arrive ici avec la vitesse de 60 km/h. C'est la même chose. Maintenant, en fait, ce que ça veut dire, on dit que la vitesse finale est de 60 km/h. Donc, il faut d'abord convertir 60 km/h en mètres par seconde. Ça vous donne 16,67 mètres par seconde. Et
après maintenant, dire de calculer l'accélération. OK. Donc, vous avez l'accélération. L'accélération, on utilise exactement la même formule qu'on a, la différence des vitesses au carré, divisé par 2 fois la distance. Puisque là, c'est la même distance. La distance n'a pas changé ici. Donc, vous voyez, on trouve maintenant cette valeur-là, moins 2,07 mètres par seconde. Maintenant, je pense que ici, il y a une question qui concerne... allons revoir le problème ensemble. Donc, à la deuxième question, on nous dit calculer... On veut aussi, on demande de calculer la durée du freinage. OK? Donc, on va aussi voir la durée du freinage avec dans la deuxième situation. Donc, je vais repartir au niveau de ma fiche. Donc, voilà, on a maintenant, on a l'accélération pour que le conducteur arrive au niveau du panneau avec la vitesse de 60 km par heure. Maintenant, ici, je ne l'ai pas écrit, mais pour trouver le temps, c'est vous avez la vitesse finale. Hein. Pour trouver le temps, c'est maintenant la durée du mouvement. On va faire la différence des deux vitesses. Donc, vous prenez simplement à 16,67 moins 30 divisé par l'accélération, moins 2,07. Donc, je ne l'ai pas fait, mais c'est ça qui va vous donner le temps. Parce que vous avez les deux vitesses et vous avez l'accélération. La différence des vitesses divisé par divisé par l'accélération va vous donner la durée du mouvement. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous de la formule, la VF, ça fait VI plus AXT. C'est une des formules qu'on va vous donner. Lorsque vous avez un mouvement uniformément varié, on a toujours ceci. VF, ça fait VI plus AXT. OK. Donc, voilà ce qu'on a. La troisième question maintenant qui est intéressante. On dit lorsque le conducteur a vu le panneau, donc le panneau est ici. OK. Qu'est-ce que le conducteur a fait? Il n'a pas actionné le frein en même temps. Le conducteur a attendu 0,8 secondes avant d'actionner le frein. Ça veut dire que quoi? Que le conducteur aurait parcouru une certaine distance que je vais appeler D' ici. OK. Sans décélérer. Et puis après cette distance, maintenant, le conducteur va se mettre à décélérer. Donc, D', puisque le conducteur aurait parcouru D' à la vitesse constante. Donc, D', ça fait V1 fois le delta T fois le temps qu'on a. Donc, on a 30 fois 0,8, ça nous donne 24 mètres. Donc, D', ça fait 24 mètres. Et 150, donc, faites 150 moins 24, ça fait 126. Donc, le mouvement d'accélération a eu lieu sur 126 mètres. OK. Maintenant, on demande c'est quoi la vitesse finale ici. OK. Si on suppose que, en fait, l'accélération est égale à l'accélération qu'on a calculée en question numéro 1. Donc, on va simplement également utiliser la même formule. Vitesse finale moins vitesse finale au carré moins vitesse initiale au carré égale à 2 fois accélération multiplié par la distance. Maintenant, cette fois-ci, la distance, c'est pas la distance totale, 150 mètres, mais 126 mètres D qu'on a calculé ici. Donc voilà, de là, maintenant, vous pouvez tirer VF au carré qui nous donne ceci approximativement. Et vous faites la racine carrée, vous trouvez 16,58 mètres par seconde. Vous pouvez convertir en kilomètres par heure en multipliant par 3,6. Vous voyez que ça vous donne 59,70, qui est bien sûr inférieur à 60 km par heure. Donc le conducteur n'est pas du tout en infraction. Le conducteur aurait atteint le panneau avec une vitesse inférieure à la vitesse limite. Donc voilà un peu. La question qui suit, la question numéro 4, maintenant on dit le conducteur maintenant aborde un virage. Donc le conducteur entre maintenant dans un virage. OK. Et le virage avec la vitesse constante, 60 km par heure, le rayon de virage on nous a donné. Donc on a un truc comme ça. Donc, en fait, la vitesse est constante et la vitesse tangentielle est constante. Donc, vous savez déjà que vous avez ici un mouvement circulaire. Hein. Et quand le mouvement est circulaire, la composante tangentielle de l'accélération est 0, puisque la vitesse est constante. Donc, l'accélération est égale à l'accélération normale.
ok, qui n'est rien d'autre que c'est centripète, c'est dirigé vers le centre du mouvement. Et AN égale à quoi? Ça fait la vitesse au carré divisé par R. Ok. Parce qu'on nous a dit de donner les caractéristiques de l'accélération. Donc, caractéristique, l'accélération est centripète vers le centre. Et la norme de l'accélération, c'est la vitesse au carré divisé par R. Donc, quand vous calculez, vous allez trouver ceci. Rappelez-vous que la vitesse est 60 km par heure, qui fait approximativement 16,67 mètres par seconde. Et R, c'est 150 mètres. Donc, vous faites ceci. Pour trouver cette valeur de l'accélération, on veut la durée du virage. Le virage, en fait, si c'est un quart de cercle, ça veut dire que l'angle, en fait, ça fait pi sur 2. Ok, 90 degrés. Et pour trouver la durée, on va calculer la longueur de l'arc là. Ok. On calcule la longueur de l'arc, on divise par la vitesse. Maintenant, rappelez-vous que la longueur de l'arc, ça fait le rayon R multiplié par l'angle. Donc, on a θ, on a R. Donc, vous faites R. S maintenant, ça fait R θ. Et T, ça fait S divisé par V. On a tout. Vous avez R, vous avez θ. Et puis, vous avez V. Donc, vous faites le calcul. Θ, c'est pi sur 2. R, c'est 150. Et la vitesse, c'est 16,67. Okay. Donc, quand vous faites ce calcul, vous allez trouver que la durée du virage, c'est approximativement 14,13 secondes. Et voilà, la fin du problème et la fin de l'épreuve de 2016. Restez toujours connectés pour avoir la correction des épreuves 2018 et puis 2019. Et je pense qu'avec ça, je pense que si vous me suivez, vous suivez mes vidéos pour ces épreuves-là. Je pense que vous devez être prêts. J'ai la correction de 2021. Vous pouvez déjà trouver ça. Et 2022, je pense. Donc, 2016, on vient de finir 2016. 2021 existe, 2022 est là. Vous aurez 2018, 2019. Et comme je vous ai dit, essayez de faire au moins 10 exercices dans chaque catégorie de problèmes avant d'aller vous asseoir pour le concours. Ok. Mais il y a certains exercices où on n'avait pas techniquement besoin de faire 10. Hein, par exemple, les exercices qui concernent les ressorts, par exemple, les oscillateurs harmoniques. C'est des classiques. Les exercices sur les ondes mécaniques. Ce sont des classiques. Ok. Nous allons voir dans l'épreuve de 2018, nous allons voir d'autres types de problèmes. 2019 aussi. Et je pense que je vais aussi corriger 2023 pour quand même que vous ayez tout au complet. Merci si vous êtes un abonné ou bien si vous êtes de passage, merci. Et n'oubliez pas de partager. On se dit à la prochaine fois avec Dr. A.